Bonsoir à tous. Merci d'être présents une fois de plus derrière vos écrans. On espère que on arrive petit à petit au bout et qu'on pourra bientôt refaire ce genre de réunion sous une forme physique. Je pense qu'on arrive petit à petit au bout et ça va faire du bien à tout le monde. Merci à vous en tant que club de suivre ce webinaire. Je pense qu'il sera important pour tout le monde à plus d'un titre. Mais merci tout particulier évidemment à Madame Géraldine Dezille du cabinet du ministre Cruc et à Monsieur Jean-Luc Rénuard d'Infrasport de participer et d'animer cette session d'information ce soir. Votre collaboration nous est précieuse et je pense que tous les clubs vous seront grés aussi de pouvoir participer, poser les questions qu'ils voudront poser et partager cette information qui est essentielle pour les clubs sportifs wallons, puisque nous sommes aujourd'hui au départ, je dirais, d'une nouvelle ère, un nouveau décret relatif aux infrastructures sportives en région wallonne, après un décret qui a vécu, puisque le décret antérieur datait de 1999, mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous au niveau du hockey francophone, du hockey wallon, puisque, comme vous le savez tous, la question des infrastructures est essentielle dans notre développement. Elle est essentielle à la fois sous un angle qualitatif, puisque dans notre plan stratégique, qui va bientôt être revu, puisqu'il arrive bientôt à échéance, les infrastructures sont un des piliers du développement du hockey francophone, à la fois sous l'angle d'un accueil dans des infrastructures qualitatives qui respectent les normes environnementales, les normes de sécurité et autres, mais c'est aussi évidemment un des piliers dans le budget d'un club sportif, puisque on vit ou en tout cas on joue dans des infrastructures qui coûtent un avion, on peut le dire, et qui sont largement subventionnées au niveau des pouvoirs publics, en particulier de la région wallonne, mais aussi bien souvent des autorités locales. Qui dit nouvelle réglementation, dit aussi importance pour tout le monde d'être bien informé des conditions dans lesquelles le décret va pouvoir s'appliquer, des formalités et des procédures, parce que c'est souvent aussi un parcours du combattant pour le club ou les gestionnaires de clubs qui doivent se lancer dans un trajet de rénovation ou de construction d'une nouvelle infrastructure. Et pour nous, en tant que ligue, vous le savez, je m'adresse à la fois aux clubs qui suivent ce webinaire ce soir, mais aussi à nos autorités de tutelle au pouvoir subsidiant. Nous sommes un peu au nœud et au noyau, je dirais, ou au relais de ces demandes, puisque nous suivons régulièrement les dossiers qui nous reviennent de la part des clubs et nous vous interpellons aussi régulièrement par rapport à ces différents dossiers pour voir un peu comment les choses peuvent se dérouler au mieux. Je pense que c'est aussi là un des services et un des rôles essentiels d'une ligue comme la nôtre, d'être ce relais et ce soutien vis-à-vis des clubs. Et c'est ce qu'on veut faire encore ce soir, puisque je dirais quelques semaines après l'entrée en vigueur du nouveau décret, on voulait demander et à la représentante du ministre en charge des infrastructures sportives, mais aussi à l'administration qui gère, qui prépare, qui suit tous ces dossiers, de bien vouloir commenter et apporter des explications complémentaires par rapport à ce décret. Voilà, je resterai là pour mon introduction. Il y a évidemment aussi Justine qui est là puisqu'elle est en charge de ces projets d'infrastructure. Et merci aussi à Christophe qui a géré ce dossier sous l'angle technique et de préparation de la réunion. Voilà, Géraldine, je te passe la parole pour l'introduction de ce nouveau décret. Merci Dominique et merci pour l'invitation. Monsieur le ministre Cruc, malheureusement, ne peut pas participer aujourd'hui, mais en tout cas, il tient vraiment à saluer la proactivité et le professionnalisme de la Ligue francophone de hockey. Dominique le précisait à l'instant, je pense que la Ligue met un point d'honneur à suivre les dossiers qui sont portés par l'ensemble des clubs qui y sont affiliés et je peux confirmer que les échanges sont chaque fois
très concret, professionnel, et que c'est vraiment un plaisir pour nous de constater qu'une fédération sportive prend les choses autant au sérieux et en tout cas a compris tout l'intérêt de marier les projets de développement sportif aux projets d'infrastructure. Et donc, c'est vrai que dans les réflexions qui sont les nôtres, et notamment, j'y reviendrai plus tard, au niveau du projet de réforme, on prend régulièrement en considération le mode de fonctionnement de la fédération de hockey, et notamment le fait que la fédération, très rapidement, a pris en considération la nécessité d'établir un plan stratégique en termes d'infrastructures sportives pour permettre justement la réalisation de ces objectifs sportifs. Ce n'est pas toujours le cas, et donc dès qu'on peut prendre la Ligue francophone de hockey en exemple, on ne manque pas de le faire. Et donc voilà, je tenais vraiment à saluer le travail qui est fait par Dominique, Justine, Christophe et tout le reste de l'équipe, parce que je pense que c'est un gage de qualité et de résultats au niveau des objectifs que vous vous fixez. Donc vraiment, de la part de Monsieur le ministre et de l'ensemble de son cabinet, félicitations pour le travail accompli, et je pense que les résultats qui sont les vôtres aujourd'hui témoignent vraiment de cette réussite et de cette ambition qui est concrétisée. Voilà, donc merci en tout cas pour l'invitation et pour cette demande de pouvoir vous présenter la réforme qui est portée par le ministre des Infrastructures sportives, Jean-Luc Cruc, au niveau de la région wallonne. Alors, je pense qu'on peut aller, on va commencer avec la présentation, on peut aller un petit peu plus loin dans, voilà, encore le slide suivant peut-être. Alors, au niveau de la réforme qui a été menée par le ministre des Infrastructures et adoptée par le gouvernement wallon, évidemment, il y a un point de départ qui nous a motivés au niveau de la nécessité de réformer un dispositif qui est entré en vigueur en 1999 et qui ne permettait plus en fait de rencontrer les besoins et les attentes des acteurs de terrain. Entendons ici aussi bien les clubs sportifs que les fédérations sportives, mais aussi les pouvoirs locaux qui sont éligibles au niveau du subventionnement des infrastructures sportives en Wallonie. Et donc, ce dispositif ne permettait plus de répondre aux demandes, comme vous le savez certainement, qui étaient en constante augmentation. Et par ailleurs, il ne garantissait pas à la Wallonie, comme ça a été d'ailleurs confirmé dans un rapport de la Cour des comptes en 2018, de garantir une utilisation optimale des moyens alloués au département. Alors, je vais revenir tout de suite sur le rapport de la Cour des comptes, mais je préciserai également que le nouveau décret, en plus de prévoir un nouveau mécanisme d'encadrement pour le subventionnement des infrastructures sportives, introduit également une base légale pour les subsides de promotion. Donc, subsides de promotion que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui permettent aux organisateurs d'événements de bénéficier d'une subvention qui vise à mettre les infrastructures sportives du territoire de la Wallonie en valeur. Et donc, ces subventions, jusqu'ici, ne bénéficiaient pas d'une base légale. La volonté de Monsieur le ministre a été de traduire le mécanisme d'encadrement de ces subsides pour s'assurer une plus grande objectivité et une plus grande équité au niveau de l'octroi de ces subsides de promotion. Alors, on peut passer au slide suivant. Je vous parlais donc du rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, dans les grandes lignes, disait que il était constaté un manque de cohérence au niveau des différentes politiques menées. Comme vous le savez et comme vous le vivez peut-être au quotidien, notre système institutionnel ne favorise pas toujours une grande efficience au niveau de la politique sportive à mettre en œuvre, et ce, parce que la compétence du sport est répartie en plusieurs entités. Ceci était pointé dans le rapport de la Cour des comptes en 2018.
Le rapport de la Cour des comptes faisait état également d'un maillage territorial non assuré, d'une absence de méthode de sélection des dossiers et enfin de l'absence de système de priorisation au niveau des subventions qui étaient octroyées. Et donc, nous pouvons en conclure que le dispositif de 1999 ne permettait pas en fait de procéder à une sélection des dossiers et en tout cas un financement des infrastructures sportives dans la plus grande objectivité et en tout cas de s'assurer qu'il y ait des résultats qui répondent aux besoins des acteurs de terrain. D'où la nécessité de pouvoir réformer le texte existant. Oui, on peut aller au suivant. Alors, la réforme qui a été portée donc par le ministre Kruck a plusieurs objectifs. Le premier, c'est évidemment de mettre en adéquation les investissements financés en partie par la Wallonie avec les attentes et les besoins des acteurs de terrain. Le second, c'est de pouvoir assurer une meilleure objectivation des subventions et de définir des priorités pour la Wallonie. Il est question également de pouvoir, grâce à cela, s'assurer d'une meilleure utilisation des deniers publics. Et enfin, les dispositions prises dans le nouveau texte veulent également inciter les porteurs de projets à réfléchir à une programmation de leurs besoins en termes d'infrastructures sportives à l'égard de ce que la Fédération francophone a pu établir depuis un certain nombre d'années, mais aussi de permettre en fait une simplification des procédures en uniformisant celles-ci pour quasiment l'ensemble des dossiers. Voici pour l'objectif du nouveau décret. Alors, pour parvenir à rencontrer ces objectifs, plusieurs dispositions ont été intégrées. Les premières dispositions visent à instaurer des critères de recevabilité des différents projets. Alors, ces critères de recevabilité sont des objectifs que se fixe le gouvernement wallon pour le département des infrastructures et qui rencontrent par ailleurs la déclaration de politique régionale. Cette première étape que vous allez devoir franchir en introduisant votre demande de subvention se veut très simple, donc elle est de manière tout à fait dématérialisée, instruite via la plateforme d'Infrasport. Et donc là, vous avez accès à un formulaire pré-rempli qui doit permettre à l'administration wallonne de s'assurer que les différents critères de recevabilité sont rencontrés pour le dossier pour lequel vous allez solliciter un subside wallon. Alors, ces critères de recevabilité, ils sont listés là sur le slide à l'écran. Ils sont donc le respect des valeurs éthiques, l'accessibilité des infrastructures aux personnes à mobilité réduite, l'utilisation des infrastructures par toutes et tous sans discrimination, l'intégration de la dimension d'éco-responsabilité, le respect des performances énergétiques et des matériaux durables, l'introduction d'un projet de développement sportif, l'inscription du projet dans le PST, cette condition de recevabilité, évidemment, ne s'inscrit que lorsqu'il s'agit d'un projet déposé par les pouvoirs locaux. Et enfin, dans le cadre de dossiers qui concernent des infrastructures sportives de quartier, un projet de programme d'animation à vocation sociale. Alors, je vais peut-être faire un focus spécial sur le projet de développement sportif. Le projet de développement sportif, en fait, il vise à s'assurer que le projet déposé va permettre le développement d'un projet de développement sportif et donc s'assurer finalement que l'infrastructure sportive nouvellement projetée répond bien à des besoins de terrain et qu'elle va permettre de participer au développement sportif sur le territoire de la région wallonne. Donc, il y a une note de motivation qui doit être intégrée dans le cadre du formulaire de recevabilité pour vous permettre de préciser
quel est le projet de développement sportif que vous allez porter grâce à soit la rénovation de l'infrastructure pour laquelle vous sollicitez une subvention, soit la création de la nouvelle infrastructure sportive. Voici pour les critères de recevabilité. Alors, afin de répondre à une préoccupation de la Cour des comptes qui était de dire jusqu'à présent, il n'existe pas de critères qui permettent de prioriser finalement l'octroi des subventions, les nouveaux textes prévoient l'intégration de 3 critères de priorisation qui vont être utilisés par le ministre si les besoins budgétaires le nécessitent. Donc, s'il y a plus de dossiers que de budget disponible, chaque dossier sera analysé en fonction des 3 critères de priorité qui sont donc le premier, le degré d'urgence au regard des normes. Et là, on parle des normes de sécurité, de salubrité ou bien des normes sportives. Il faudra évidemment que ce degré d'urgence soit démontré grâce au rapport de l'organisme spécialisé qui concerne la norme décriée et pour laquelle il est fait mention dans le dossier. Alors ensuite, le deuxième critère de priorisation, c'est la complétude du maillage territorial. Ce critère sera analysé grâce à l'application Cadasport qui est en cours d'actualisation au niveau des services de l'administration. Et enfin, le troisième critère de priorisation, c'est l'identification du projet en tant que priorité de la ou des fédérations sportives concernées. Et donc, à nouveau, cette identification du projet, nous sommes partis de l'exemple de la Ligue francophone de hockey qui a établi un plan stratégique qui lui-même distingue les projets d'infrastructures qui sont nécessaires à la rencontre des objectifs sportifs. Donc, en 2019, si je ne m'abuse, ça passe vite, oui, c'était bien 2019, la région wallonne a proposé en fait à la Fédération Wallonie-Bruxelles la signature d'un protocole de collaboration puisque, comme vous le savez, la politique sportive relève de la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc tout ce qui est projet de développement des fédérations et des clubs jusqu'ici n'était pas porté à la connaissance de la région wallonne. Grâce au protocole de collaboration qui a été signé en 2019, il y a maintenant un échange de données qui s'opère entre les administrations, donc l'ADEPS et Infrasport, mais il y a aussi la possibilité pour la région wallonne de solliciter auprès des fédérations sportives les priorités sur une durée de 5 ans, donc d'une législature régionale, pour savoir quels sont les projets nécessaires afin de rencontrer ces besoins de développement. Voilà pour les projets, les critères de priorisation. Alors, troisième aspect qui est intégré au décret pour garantir à la région de pouvoir rencontrer ses objectifs, c'est la mise en place d'un taux de subvention évolutif. Donc, ce taux de subvention évolutif, il est considéré vraiment comme un incitant à la mise en œuvre des priorités régionales. Dans le cadre du décret de 99, si on fait simple, le taux de subvention classique, c'était 75%. Dans le cadre du nouveau décret, on instaure un taux de subvention de base qui est de 50% et un taux de subvention maximum qui est de 70%. Alors, vous allez me dire, mais comment fait-on pour passer de 50 à 70? Eh bien, ça, c'est le slide suivant. Donc, il y a une série d'incitants qui sont créés, qui vous permettent en fait de majorer le taux de subvention de base de 50%. Ces priorités régionales sont au nombre de 5. La première est la conclusion de partenariats formalisés entre plusieurs pouvoirs locaux.
Cette priorité permet de majorer le taux de subvention de 10% et elle part du constat qu'il y a lieu en fait de concevoir des infrastructures qui peuvent répondre au territoire de plusieurs communes et, le cas échéant, de permettre aux communes de diminuer leurs charges tant au niveau de l'investissement initial, mais aussi au niveau des charges d'exploitation de la future infrastructure sportive. Ceci est la première priorité. La seconde priorité, c'est la création de partenariats qui permet une majoration du taux de 5%. Alors, on parle ici de partenariats entre plusieurs acteurs qui peuvent être des clubs sportifs, des fédérations sportives, des écoles, des partenaires privés ou autres. Troisième priorité, c'est la prise en considération des aspects de mobilité. Pourquoi est-ce que cette priorité régionale est mise en place? Parce que le gouvernement veut inciter les porteurs de projets à réfléchir à la localisation de leurs nouveaux projets ou bien au fait que les projets existants puissent être mieux desservis, soit en transport en commun, soit au niveau de la mobilité douce. La quatrième priorité, c'est un projet c'est une priorité qui concerne plus directement les fédérations sportives. Donc, c'est de nouveau la possibilité de majorer le taux de subvention de base de 5% lorsqu'il y a un projet de haut niveau soutenu ou porté par une fédération sportive. Et enfin, la dernière priorité, c'est le regroupement des installations sur un même site dans un objectif de mutualisation des infrastructures sportives. À nouveau, cette priorité permet la majoration du taux de subvention de 5%. Alors, vous allez me dire, 10 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, ça nous permet d'avoir une majoration potentielle de 25%. Le calcul est bon, sauf que le législateur prévoit de plafonner le montant de la subvention à 70%. Voilà pour le taux de subvention et les différents incitants régionaux. Alors, quatrième disposition qui a été mise en œuvre par le gouvernement pour rencontrer ces objectifs, donc c'est la promotion de la programmation des investissements. Comment avons-nous traduit ceci dans les textes? Comme vous le savez peut-être, dans le cadre du décret de 99, il y avait des plafonds qui étaient mis en place pour distinguer la catégorie des petites infrastructures sportives de la catégorie des grandes infrastructures sportives. Ces plafonds avaient évidemment pour conséquence un taux de subvention qui était différent. Donc, pour tous les projets inférieurs à 1 500 000 €, le taux de subvention était de 75%. Pour tous les projets supérieurs à 1 500 000 €, le taux de subvention était porté à 60%. Et donc, dans les faits, au fil des années, on s'est aperçu de quoi? On s'est aperçu d'un phasage des dossiers. Donc, si l'estimation du projet initial était de 3 ou 4 millions d'euros, eh bien, les porteurs de projets avaient tendance à vouloir déposer plusieurs projets qui restaient en dessous du plafond d'1 500 000 € pour pouvoir optimaliser le taux de subventionnement possible. Alors, évidemment, dans les faits, cette pratique était complètement contre-productive parce que d'une part, il n'y a rien qui assurait aux porteurs de projets de pouvoir bénéficier de plusieurs subventions successives et d'autre part, au niveau de la coordination des chantiers et de la fonctionnalité des infrastructures, évidemment, ce n'était absolument pas efficient. Et donc, le nouveau décret ne prévoit plus le seuil pour les petites ou les grandes infrastructures, mais il instaure 2 plafonds maximum subsidiables. Alors, ces plafonds, ils sont de 500 000 € pour les établissements scolaires et pour les clubs sportifs. Ne criez pas tout de suite, je ne vous entends pas et je ne vous vois pas, mais j'imagine que ça peut susciter des réactions. Il y a j'ai une petite précision à ce sujet à faire. Ou alors de 3 millions d'euros pour les pouvoirs locaux et les fédérations sportives.
Alors, la subtilité au niveau des clubs sportifs. Pourquoi est-ce que ce plafond a été introduit à 500 000 euros pour les clubs sportifs? Simplement pour éviter que les clubs sportifs, au fond, a été introduit à 500 000 euros pour les clubs sportifs, simplement pour éviter que les clubs sportifs constitués en ASBL n'aillent au-devant de difficultés financières en s'inscrivant dans des projets qui, finalement, ne pourraient être assumés financièrement. Donc, il y a une dérogation qui est prévue à ce plafond de 500 000 euros, qui vise en fait à autoriser les clubs sportifs à bénéficier du plafond de 3 millions d'euros, pour autant qu'ils bénéficient de la garantie bancaire d'un pouvoir local ou bien du financement d'un pouvoir local, donc soit d'une commune ou d'une province, pour la partie non subsidiée. Et ceci est en fait un gage pour la Wallonie en faveur des clubs sportifs pour éviter que ceux-ci ne s'endettent en raison de projets qui seraient trop conséquents et pour lesquels les clubs, les ASBL, ne pourraient financer la partie non subsidiée par la Wallonie. Donc ça, c'est la première disposition. Deuxième disposition qui vise à inciter la programmation des investissements dans le temps, c'est la mise en place d'un délai de 6 ans pendant lequel une seule subvention pourra être introduite pour une seule et même infrastructure sportive. Alors là, à nouveau, il y a une dérogation possible, une subtilité. Donc, la mise en place de ce délai, elle vise évidemment à éviter les phasages dont je vous ai parlé précédemment. Mais il y a une dérogation qui est possible, à savoir que si lors de l'octroi de la subvention initiale, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, mais en déant le délai de 6 ans, il y a des événements qui ne pouvaient pas être prévus par le porteur de projet au moment de la demande de subvention initiale, à ce moment-là, une dérogation peut être octroyée pour que ce délai de 6 ans ne soit pas respecté. Voilà au niveau de la programmation. Alors, afin de pouvoir également recentrer les crédits régionaux alloués au département des infrastructures sportives et aussi pouvoir rencontrer les réels besoins en termes d'infrastructures sportives, le législateur a modifié la liste des investissements éligibles, mais aussi la liste des bénéficiaires. Je n'ai pas je vais passer ici la liste des modifications au niveau des bénéficiaires éligibles parce que ça ne vous concerne pas directement. Au niveau des investissements éligibles, en revanche, donc nous devons acter donc la suppression du financement des plaines de jeu puisque le côté sportif était évidemment moins présent et que nous avons eu la volonté de recentrer les budgets aux infrastructures sportives, mais aussi la suppression des dossiers individuels d'équipements sportifs ou de matériel d'entretien. Alors, pourquoi est-ce que cette suppression est intégrée dans le nouveau décret? D'une part, parce que la région wallonne est compétente pour les infrastructures sportives, mais pas pour l'équipement et peut-être encore moins pour le matériel d'entretien. Et donc, de ce fait-là, les équipements sportifs sont en fait éligibles au niveau de subventions portées par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ADEPS. Donc, à mon sens, vous connaissez ces mécanismes de subventionnement qui sont toujours d'actualité. Alors, en revanche, on intègre d'autres investissements éligibles qui sont les infrastructures sportives scolaires. Pourquoi les infrastructures sportives scolaires? Parce que la région wallonne se dit qu'il y a lieu d'optimaliser les infrastructures sportives existantes au sein des établissements scolaires plutôt que de créer de nouvelles infrastructures quand celles-ci sont disponibles au sein des établissements scolaires. Et de ce fait-là, les écoles ont maintenant accès aux subventions infrasport pour pouvoir
rénover leurs infrastructures sportives à la condition qu'elles ouvrent leurs portes aux clubs sportifs en dehors des périodes scolaires. Donc l'objectif est évidemment d'optimaliser les infrastructures existantes et d'en faire profiter les clubs sportifs. Alors, l'équipement sportif et le matériel d'entretien ne peuvent plus faire l'objet de demandes de subventions distinctes, mais ils peuvent toujours être intégrés aux demandes qui concernent des infrastructures sportives. Donc, soit une rénovation, soit la construction d'une nouvelle infrastructure. Alors, pourquoi est-ce que nous avons maintenu cette disposition? Simplement parce que la Wallonie a la volonté, d'une part, de mettre en service des infrastructures sportives qui sont fonctionnelles et donc pour lesquelles le premier équipement sportif est nécessaire. D'autre part, de faire en sorte que ces infrastructures sportives subsidiées par la Wallonie puissent être pérennisées dans le temps. Et pour ce faire, il y a lieu de pouvoir bénéficier du matériel d'entretien adéquat. Donc, ce matériel, tant sportif que d'entretien, est toujours éligible, mais uniquement s'il est intégré à une demande de subvention d'infrastructures sportives. Voilà pour la modification au niveau des investissements. Alors, au niveau de la procédure, je vous en parlais tout à l'heure, la volonté a été d'uniformiser le plus possible la procédure pour l'introduction de l'ensemble des dossiers d'infrastructures sportives. Donc, on a mis un terme aux procédures qui visaient d'une part les petites infrastructures sportives, les grandes infrastructures sportives ou qui pouvaient encore être différentes pour les infrastructures sportives sport de rue. Nous sommes maintenant face à une procédure uniforme qui distingue, cela étant, deux cas différents. La première étape de la procédure, je vous en ai parlé en début d'exposé, concerne l'introduction d'une demande d'octroi de subvention qui va permettre à l'administration wallonne, selon les critères que nous avons évoqués tout à l'heure, de juger de la recevabilité de votre dossier ou pas. En cas de recevabilité, votre dossier peut suivre son cours. En cas d'irrecevabilité, une notification est évidemment faite auprès du porteur de projet qui a une possibilité d'introduire un recours contre la décision d'irrecevabilité. Partons du principe que les dossiers qui vous concerneront seront recevables. En cas de recevabilité, vous devez alors distinguer deux sortes de dossiers. D'une part, les dossiers qui nécessitent l'intervention d'un auteur de projet et d'autre part, les dossiers qui ne nécessitent pas l'intervention d'un auteur de projet. Pour le cas des dossiers nécessitant l'intervention d'un auteur de projet, la procédure se scinde en deux étapes. La première consiste au dépôt d'un dossier d'avant-projet. Dossier d'avant-projet qui, par rapport aux procédures que vous connaissez donc dans le cadre du décret de 1999, est un dossier relativement simplifié. Donc, on ne vous demande plus d'introduire votre dossier accompagné d'une demande de permis d'urbanisme, d'un cahier de charges, d'un maîtrise, de plans détaillés, etc. Pourquoi avons-nous fonctionné de la sorte? Simplement pour éviter que les porteurs de projets n'aient à supporter des frais d'auteur de projet sans avoir la garantie d'une promesse de subvention. Donc, nous avons voulu limiter les dépenses des porteurs de projets, que ce soit, on parle ici bien entendu, tant des clubs sportifs, des fédérations sportives que des pouvoirs locaux. Nous avons voulu limiter les dépenses qui pouvaient poser problème jusqu'ici, puisque en déposant un dossier complet au regard du décret de 99, toute la mission d'auteur de projet devait être réglée sans donner pour autant la garantie aux porteurs de projet de bénéficier de la subvention wallonne.
Donc ici, première étape, dossier d'avant-projet. Ce dossier d'avant-projet va être instruit par l'administration qui va formuler une proposition au ministre de tutelle qui pourra alors marquer un accord de principe sur le dossier qui lui est soumis. Accord de principe qui, une fois obtenu, donne la garantie aux porteurs de projet de bénéficier de la subvention wallonne à terme. Et donc, une fois cet accord de principe obtenu, le porteur de projet a l'autorisation de pouvoir confier à son auteur de projet le terme de sa mission pour déposer un dossier projet complet, dossier projet, donc qui s'entend, je ne vais pas vous citer la liste exhaustive, mais permis d'urbanisme, cahier de charge, avis de marché, maîtrise, etc. Et donc, c'est sur base de ce dossier projet que la promesse ferme de subvention pourra être octroyée par le ministre. Donc, ceci, c'est la procédure pour les dossiers qui nécessitent l'intervention d'un auteur de projet. Pour les dossiers qui ne nécessitent pas d'intervention d'un auteur de projet, évidemment, il n'y a qu'une étape. Là, vous devez déposer votre dossier au stade projet, donc le dossier complet auprès de l'administration wallonne, qui fait alors les propositions d'usage au ministre de tutelle en vue de l'obtention d'une promesse ferme. Voilà pour ce qui concerne la nouvelle procédure qui concerne l'ensemble des dossiers. Alors, on a entendu plusieurs bruits de couloir qui nous disent « Oui, mais votre nouveau décret, il instaure des délais qui vont allonger les procédures, etc. » Donc, je pense que c'est important de pouvoir faire un focus sur cet aspect et peut-être de préciser aussi que le décret a surtout le mérite d'introduire des délais. Il faut savoir que le décret de 99 ne prévoyait aucun délai et donc un dossier pouvait rester 10 ans à l'analyse ou mettre 10 ans avant d'aboutir puisque tant les porteurs de projet que l'administration que le ministre de tutelle n'avaient des délais pour instruire les dossiers qui étaient introduits. Le nouveau décret donc a tenu à remédier à ce constat et donc des délais sont introduits dans le nouveau texte tant pour les porteurs de projet que pour l'administration wallonne que pour le ministre de tutelle, ce qui est une sécurité pour l'instruction des différents dossiers. Alors, au niveau des délais, je ne vais pas les passer tous en revue maintenant, mais je voulais vous expliquer, vous expliciter certains délais principaux. Donc, en termes de recevabilité, on en a parlé, votre dossier de recevabilité, vous allez l'instruire. L'administration a ensuite 2 mois pour analyser votre demande et notifier sa décision de recevabilité ou d'irrecevabilité au porteur de projet. Ensuite, donc ici, on parle bien du cas d'un dossier qui nécessite la présence d'un auteur de projet. Après la recevabilité, le dossier d'avant-projet doit être introduit dans les 18 mois de la notification de la recevabilité. Donc, ça veut dire que le porteur de projet a 18 mois pour déposer son dossier d'avant-projet. On parle bien entendu chaque fois de délai maximal. Donc, ça veut dire que si le porteur de projet est proactif, qu'il souhaite initier son dossier tout de suite après la notification de la recevabilité, il peut le faire évidemment en quelques jours, quelques semaines. Et c'est évidemment ce qu'on cherche en demandant à ce que les dossiers soient réfléchis bien en amont de la demande de recevabilité. Alors, étape suivante, une fois que le dossier d'avant-projet a été introduit auprès de l'administration wallonne, une réunion plénière doit être organisée dans les 3 mois de la réception du dossier d'avant-projet. Réunion plénière qui sera convoquée par le porteur de projet également et qui doit réunir l'ensemble des acteurs qui peuvent être concernés par le projet en question. Alors, quand on parle de l'ensemble des acteurs, on parle évidemment soit du club, soit de la commune qui dépose le projet, de l'administration régionale infrasport, mais aussi de
tous les acteurs tels que, je ne sais pas moi, les impétrants, la direction mobilité, s'il y a la direction régionale mobilité, s'il y a un impact au niveau de la mobilité, etc. Cette réunion plénière, elle a pour objectif de pouvoir faire le tour de l'ensemble des aspects techniques pour le projet déposé et d'acter dans un procès verbal toutes les recommandations de l'ensemble des administrations et des acteurs qui devront être suivies par le porteur de projet. Ce qui veut dire que le porteur de projet aura dans ce PV l'ensemble des recommandations à suivre du début à la fin du projet et sera fixé bien en amont de son dossier au niveau de toutes les caractéristiques techniques qui doivent être rencontrées. Ensuite, donc, le demandeur a 1 mois pour transmettre le PV de la réunion plénière. C'est chaque fois, bien entendu, des délais maximum. Et il a par la suite 6 mois pour modifier son dossier d'avant-projet si besoin. Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas besoin, que son dossier d'avant-projet déposé initialement rencontrera d'ores et déjà tous les prescrits techniques. Encore une fois, on parle de délai maximal. L'administration wallonne a, elle, 2 mois pour analyser la complétude du dossier d'avant-projet et transmettre les propositions d'usage au ministre de tutelle. Le ministre dispose, lui, d'un délai de 12 mois pour statuer sur la demande d'accord de principe. Alors, délai de 12 mois prorogeable 3 mois. Pourquoi? Puisque, bien évidemment, comme les accords de principe engagent la région au niveau d'une subvention future, il faut évidemment que les accords de principe puissent être programmés au niveau des différents exercices budgétaires qui suivront. Voilà donc pour ce qui concerne les principaux délais d'une demande avec auteur de projet. Je voulais préciser maintenant simplement pour vous démontrer, et vous l'aurez constaté, que il s'agit d'une part de délais maximal, mais aussi de délais qui, à 75 ou 80%, incombent au porteur de projet. Donc, ça veut dire que si celui-ci est derrière son dossier, qu'il a la volonté de le faire avancer et de compresser au maximum les délais qui sont les siens, le dossier va évidemment aller beaucoup plus vite et on sera dans des délais qui sont ceux qu'on connaît, voire qui sont plus rapides. Voilà. Alors, au niveau de la mise en œuvre de la réforme, donc il y a des mesures transitoires qui ont été prévues par le législateur. Le décret est entré en vigueur en janvier et son arrêté d'exécution au mois de mars. Tous les dossiers qui ont été instruits sous le régime du décret de 1999 et qui bénéficiaient d'un avis favorable de l'inspection des finances à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte restent bien évidemment régis par la procédure et les dispositions du décret de 1999. Idem au niveau des grandes infrastructures sportives, tous les dossiers qui bénéficiaient d'un accord de principe à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte restent également régis par le décret de 1999. Voilà pour les mesures transitoires. Alors, en conclusion, comme vous l'aurez compris, au niveau des objectifs que je vous ai présentés pour la réforme, ce nouveau texte doit rendre le département plus efficient et garantir à la région finalement que les objectifs qu'elle s'est fixés pour les infrastructures sportives puissent être rencontrés grâce à la politique de subventionnement mise en place. Cette réforme doit également faire en sorte que les investissements de la Wallonie répondent aux besoins du secteur et donc, vous l'aurez compris, les notes de motivation qui permettront à l'administration de s'assurer d'un projet de développement sportif
rencontrent cet objectif-là, mais aussi le fait d'associer finalement la priorité des fédérations sportives au niveau de la priorisation de la sélection des dossiers permettra de garantir que cet objectif puisse être rencontré également. Et enfin, donc la volonté du ministre des Infrastructures sportives et du gouvernement wallon était bien entendu de pouvoir optimaliser l'utilisation des deniers publics au niveau du département des infrastructures sportives en faisant en sorte que tous ces objectifs soient rencontrés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je pense que Jean-François Renuard, qui est directeur de la direction des infrastructures sportives Infrasport, est présent et qu'il pourra également répondre à vos questions. Et j'en profite évidemment pour le remercier de sa disponibilité et de tout le travail qui a été fait par sa direction au niveau de la rédaction de ce texte. Merci beaucoup Géraldine. Alors on a déjà quelques questions dans le chat que je vais vous lire et Jean-François, n'hésite pas à ouvrir ton micro et à interagir si tu veux ajouter des réponses. Donc d'abord on a une question de Véronique qui demande que se passe-t-il quand le permis octroyé prévoyait des travaux qui n'ont pas encore été faits. Elle met en exemple notre permis était valable jusqu'en 2022. Alors ce que je propose peut-être, c'est qu'effectivement, on puisse passer en revue les différentes questions et puis que j'adresse peut-être un petit mot aux clubs sportifs aussi qui ne connaissent peut-être pas Infrasport encore. Donc voilà, on va effectivement vous proposer répondre aux premières questions. Donc voilà, au niveau de la procédure, donc effectivement, le permis d'urbanisme, c'est un document qui est nécessaire lors de la constitution du dossier au stade projet. Pour les dossiers effectivement qui ont déjà été mis sur les rails il y a quelques mois ou un peu plus, on devra de toute façon, quel que soit son état d'avancement, repasser, je dirais, suivre la procédure qui est prévue au niveau du décret et de la GOE. Comme Géraldine l'a précisé, une grosse partie des délais donc incombe aux demandeurs. Ce qui veut dire que pour une série de dossiers qui sont déjà avancés, on va pouvoir gagner pas mal de temps sur ces délais-là. On l'a vu, l'administration, de manière générale, au niveau de chaque stade, dispose d'un délai de 2 mois, une fois que le dossier est complet. Donc 2 mois pour analyser le dossier et faire monter les propositions d'usage à Monsieur le ministre. Donc, pour revenir à la question plus spécifique d'un permis qui est valable jusqu'en 2022, je dirais la première chose, mais je suppose que vous l'avez déjà fait, c'est qu'il y a une possibilité de prorogation du permis, à voir si cette possibilité, cette demande a déjà été introduite, ça c'est la première chose. Et alors la deuxième chose, effectivement, il faudra impérativement qu'au niveau du stade projet, le permis qui est délivré soit toujours valable. Alors, j'attire aussi votre attention sur un élément qui est repris dans la procédure et qui est assez important, c'est que la mise en concurrence du marché de travaux ne peut plus se faire avant l'obtention de la promesse ferme de subside. Donc, il faudra effectivement tenir compte dans le cas particulier ici du permis qui est valable jusqu'en 2022. Il faut effectivement rédiger un rétro-planning. Donc, ça veut dire que juin 2022, si c'est vraiment l'échéance et qu'il n'y a pas de possibilité de prorogation, ça voudrait dire que les travaux doivent démarrer pour 2022. Donc, voilà, par rapport en fait à toute la procédure, donc il y a un rétro-planning à prévoir et on pourrait se retrouver dans des situations, malheureusement, où un nouveau permis ou une modification de permis devrait être introduite. Je ne sais pas si j'ai répondu de manière complète à cette première question. Merci beaucoup, Jean-François. On va passer à la deuxième question de Jean-Luc Dambourg, si je ne me trompe pas. Est-ce que le partenariat entre communes implique que chaque commune partenaire pourrait être tenue de participer financièrement à la partie non subsidiée? Alors, quand je vois le partenariat entre communes, donc je suppose qu'on parle du premier critère de majoration de 10%, donc qui concerne le caractère supracommunal
des demandes. Donc là, effectivement, et ce sera précisé dans une circulaire. Donc pour l'instant, le décret a été publié, est entré en vigueur, la GOE aussi, et une circulaire est en cours de finalisation et normalement devrait être disponible courant juin. Et dans cette circulaire, donc, on précisera toute une série d'éléments je dirais de procédures ou de notions reprises dans les textes légaux. Et là, vous verrez qu'en termes de supracommunalité, il doit y avoir effectivement un investissement, une participation financière des partenaires communaux, que ce soit au niveau de l'investissement, que ce soit au niveau de l'exploitation de l'infrastructure. Donc, il devrait y avoir des conventions établies, que ce soit au niveau de l'investissement, que ce soit au niveau de l'exploitation de l'infrastructure. Donc, il devrait y avoir des conventions établies. Et notamment, un des points qui devrait être repris dans les conventions, c'est effectivement l'intervention financière de chaque commune. Ok, alors toujours Jean-Luc qui demande pour les projets qui dépassent les 500 000 euros, à quel moment devons-nous avoir la garantie de la commune? Celle-ci doit bien porter sur le montant non subsidié, après déduction des fonds propres injectés par le club. Alors au niveau de la garantie pour une ASBL, pour que le montant donc maximum subsidiable puisse passer à 3 millions d'euros et non 500 000 euros, doit être fourni au stade projet. C'est un élément qui est précisé dans l'arrêté du gouvernement wallon. Ok, merci. Alors toujours une question de Jean-Luc qui demande quels sont les critères qui sont pris en considération pour les clubhouse. Y a-t-il une taille max par nombre de membres? Là, j'avoue que je ne comprends pas bien la question. Moi non plus. Je suppose que c'est des critères qui sont spéciaux liés à des subventions pour les buvettes, les clubhouses. Donc, est-ce qu'il y a peut-être aussi la taille du clubhouse en fonction du nombre de membres? Est-ce qu'il y a des critères bien spécifiques dans les projets à rentrer? Alors, un club de 500 membres, est-ce que le clubhouse doit avoir une superficie minimum de autant de mètres carrés? Alors, on n'a pas de... On a des prix plafonds qui étaient déjà d'actualité dans l'ancien décret et qui seront également en annexe de la nouvelle circulaire. Maintenant, au niveau des cafétérias, on avait dans l'ancien décret des montants plafonds de subsides. Dans le cadre du nouveau décret ici, donc on est en train, je dirais, de finaliser justement cette proposition de prix plafond. Donc là, je vais peut-être pas m'avancer encore pour l'instant au niveau des cafétérias parce que ça doit encore être validé en accord avec le cabinet du ministre Truc. Mais effectivement, on va toujours orienter au mieux les porteurs de projets pour ne pas installer un clubhouse ou une cafétéria qui est disproportionnée par rapport au projet de développement sportif. Imaginons que vous ayez un terrain avec 3 équipes et que vous demandez un clubhouse de 400 mètres carrés. Voilà, là, on va évidemment vous dire que la surface du clubhouse n'est pas du tout proportionnée. L'objectif aussi du ministre, et Géraldine peut me contredire si je dis une bêtise, mais effectivement, l'objectif, c'est de subsidier les infrastructures sportives en priorité. La cafétéria, le clubhouse, on sait bien évidemment que c'est un élément qui est également subsidiable. C'est un élément qui est important, je dirais, dans les recettes générées au niveau des clubs. Et on s'en est un peu rendu compte ici, notamment, il ne fallait pas forcément cette pandémie pour s'en rendre compte, mais on a déjà eu, je dirais, beaucoup d'informations sur le fait que les recettes des cafétérias sont fondamentales pour le fonctionnement des clubs. Donc, sans rentrer trop dans le détail, donc voilà, Infrasport et le pouvoir subsidiant. Infrasport est aussi là pour accompagner les porteurs de projets, que ce soit au niveau administratif, mais également au niveau technique et sportif. Et donc, il y aura un accompagnement, il y aura un dialogue, il y a une dématérialisation de la procédure, mais les contacts, évidemment, resteront d'actualité et on aidera et on orientera au mieux les porteurs de projets pour sortir des dossiers, encore une fois, efficaces et notamment au niveau des cafétérias.
l'objectif n'est pas non plus effectivement d'aller subsidier une cafétéria voilà, je vais me répéter, mais il faudra absolument que la surface de la cafétéria du Clubhouse soit adaptée au projet de développement sportif. Et ça fera notamment partie un des éléments, comme Géraldine l'a dit tout à l'heure, assez important, c'est au niveau de la demande de recevabilité, où là, on vous demande de définir et de fournir un programme, un projet de développement sportif. Et là, évidemment, il faudra que ce projet soit le plus complet possible. Évidemment, il y aura toujours des contacts avec l'administration, on pourra solliciter des informations complémentaires, mais c'est un des éléments qui permettra aussi de pouvoir juger de la dimension d'un clubhouse. Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler à tous les participants que vous pouvez également demander la parole, donc oralement, en levant la main. Vous avez une petite main dans votre barre d'outils. Si vous appuyez dessus, moi je peux à distance vous donner la parole si vous préférez poser vos questions oralement. Alors, je passe à la question suivante, donc de Jérôme de Marchin qui demande les différents délais qui incombent aux demandeurs sur toute une série de formulaires à compléter. Peut-on déjà avoir accès sur la plateforme monespace.wallonie aux formulaires en avance? Alors, au niveau des ASBL, donc effectivement, on a une dématérialisation via la plateforme monespace.wallonie.be. Alors, la dématérialisation est opérationnelle via cette plateforme-là depuis lundi dernier. Donc là, vous pouvez déjà, moyennant effectivement soit la création d'un compte sur monespace.wallonie.be ou alors vous disposez déjà d'un compte. Et une fois que vous êtes logué, vous avez accès au formulaire de recevabilité et le formulaire d'avant-projet et le formulaire projet seront disponibles à partir du 15 juin. Ok, merci. Je vais peut-être vite donner la parole à Jérôme de Marchin, toujours de Hambourg, qui la demande. Alors Jérôme, il faut que tu allumes ton micro et ensuite je pourrai te donner la parole. Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui, voilà, très bien. juste, c'est pas forcément une question, c'était plus un petit débriefing parce que donc de fait, la plateforme monespace.wallonie est disponible depuis hier, donc on a encodé notre dossier sur la plateforme. Je pense franchement que c'est pas simple. Une fois qu'on arrive à être connecté sur la plateforme, de fait, ça fonctionne assez bien. C'est un formulaire à compléter. Il y a peut-être quelques zones et quelques cases qui ne sont pas forcément faciles à utiliser parce qu'on demande des descriptions sur de la prise en charge en termes de chauffage, d'utilisation des eaux, etc. Et la zone pour écrire est particulièrement petite. En dehors de ça, le système est assez facile et c'est facile de télécharger les différents formulaires demandés. Et ça a le grand avantage, évidemment, de ne pas oublier une annexe parce que on peut soumettre le dossier uniquement quand on a tous les petits V en vert à côté des documents. Donc ça, c'est facile. Par contre, pour arriver à se connecter sur la plateforme, j'ai donc de fait eu tout de suite accès à la plateforme, à mon espace sur la plateforme en passant par l'application It's Me. Ça fonctionnait assez bien, mais pour arriver à lier le club et l'entreprise ASBL à mon profil à moi, le parcours a été un petit peu plus compliqué et a pris quand même plusieurs heures avec pas mal de personnes de l'administration, dont Madame Monseur, que je remercie particulièrement, qui s'est bien bougé pour essayer de nous aider. Mais on a carrément dû passer par le service CSAM pour créer d'abord un lien entre mon numéro national et le numéro d'entreprise de l'ASBL OK. Et puis j'ai dû aller, je vais reprendre le nom parce que j'ai dû aller sur une plateforme qui s'appelle Ma gestion des rôles eGov et j'ai dû me reloguer à mon nom pour recréer et dans un onglet qui s'appelle Gérer les invitations pour pouvoir à ce moment-là m'inviter en tant que gestionnaire de la société ASBL OK à la plateforme Mon Espace Wallonie. Et honnêtement, c'était vraiment pas très très simple. Donc, juste petit conseil, si on pouvait avoir une procédure un tout petit peu simplifiée de toutes ces étapes-là, vraiment appliquée ici à la plateforme Mon Espace Wallonie, je pense qu'une fois qu'on y est, c'est facile, mais pour y accéder, c'est pas forcément simple.
Ok, je pense qu'on a déjà eu les retours chez nous, hein. Donc là, on est en contact. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme n'est pas gérée directement par l'administration Infrasport, ni même par l'administration de manière globale. Donc c'est IWBS qui gère cette plateforme-là. Donc on est en contact régulier avec eux, bien évidemment. Donc effectivement, ce genre d'information, ben, pour nous, c'est très important parce que ben, nous, on gère principalement je dirais l'aspect back-office au niveau de la dématérialisation. Mais au niveau du front office, que ce soit monespace-wallonie.be ou le guichet des pouvoirs locaux pour les pouvoirs locaux, effectivement, ce genre d'informations, ben, il faut surtout pas hésiter à nous le faire remonter. Et en termes je dirais, de connexion à cette plateforme, donc on est en cours de finalisation, je dirais, d'un mode d'emploi, d'un petit tuto pratique pour que les ASBL justement et les écoles qui doivent passer par cette plateforme puissent disposer de toutes les informations utiles et pratiques pour la connexion. Bien, Madame Monseur, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas, on peut s'entendre à son aise d'ici fin de semaine pour vous redonner les quelques points sur lesquels voilà, j'ai eu un peu plus de difficultés et de galères à le faire, mais in fine, mon fichier a quand même réussi et mon dossier a quand même pu être déposé Oui, ça pour j'ai bien l'instant en constaté cours qu'il était d'analyse. arrivé. Ça Oui, avance. il est bien encodé, il est bien arrivé. Je vous le confirme. Ah, ça c'est pratique parce qu'on avait déjà fait des demandes de subsides dans l'ancien décret. Ici, de fait, je me suis reconnecté ici avant la réunion et de fait, je vois qu'on a consulté, que ça a été téléchargé, que ça a été accepté par l'administration. Donc, ça a un petit côté challengeant sur le suivi qui est assez facile et assez sympa. C'est noté. Merci Jérôme pour ton feedback. Alors, il y a encore une question de Edwin, mais Edwin, est-ce que je peux te demander de demander la parole pour comme ça je peux te la donner parce que ta question est assez longue et je pense que c'est plus facile si tu la poses en live. Voilà, super, je vois que tu lèves ta main. Alors, il faut juste que tu ouvres ton micro. Voilà, parfait. Le micro est ouvert. Edwin, on t'entend assez mal. On ne t'entend pas, Edwin. Edwin, je pense que tu as un petit souci avec ton micro. Je ne sais pas si tu sais t'éloigner peut-être. Christophe, moi, si jamais je pense avoir compris la question de je vais couper ton micro, Edwin. Edwin, tu me corrigeras si c'est pas correct, mais comme je connais un peu le contexte, je crois comprendre ta question. Et la question d'Edwin, c'est de savoir si, vu la période de transition entre les deux décrets, comment est-ce que c'est possible de compenser auprès de l'ASBL, ici l'ASBL OK, le retard de 3 mois et demi pris dans la sortie du nouveau décret. Alors, ce qu'il propose comme compensation, c'est est-ce que l'administration sait s'engager à traiter ou être plus compréhensible dans le traitement d'urgence des dossiers qui ont pris du retard suite au fait qu'on ne pouvait pas déposer de nouveaux dossiers durant un certain temps. Je crois que c'est ça la question. La réponse, je dirais, va être quand même assez simple et en deux temps. L'administration a des délais de rigueur à respecter dans le cadre du nouveau décret et du nouvel AGOE. Ce sont des délais de 2 mois qui ne sont pas, je trouve, exorbitants au niveau du traitement des dossiers. Alors, au niveau du cas particulier de la Louvière, voilà, j'ai vu que puisque c'est la ville là qui a introduit le dossier à la fois pour la rénovation du grand terrain et la création d'un petit terrain. Donc, ce dossier a été effectivement reçu chez nous. Je peux revérifier. Je pense qu'il a été reçu chez nous le 25 mai de mémoire.
Donc là, effectivement, j'ai fait passer le message parce que je connais très bien la situation, parce que j'étais, avant d'être directeur chez Infrasport, sur le secteur du Hainaut. Donc je connais bien la situation de la Louvière aussi. Donc effectivement, au niveau du Hainaut, le dossier du hockey est dans les premiers. On n'a pas encore, de mémoire, on a, je pense ici, 4 ou 5 dossiers sur le Hainaut. Donc c'est clair qu'ils vont être traités, je dirais, très rapidement. Et aussi pour le dossier de la Louvière, il y a également une demande de dérogation à l'article 15. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'article 15 du décret, comme je le disais tout à l'heure, n'autorise plus la mise en concurrence des travaux et in fine le démarrage des travaux avant l'obtention de la promesse ferme de subside. Si ce n'est que des dérogations peuvent être introduites par les demandeurs pour motiver une certaine urgence et pouvoir obtenir du ministre donc cet accord sur cette dérogation qui permet à ce moment-là aux demandeurs de pouvoir avancer, donc de rester éligible au subside. La procédure, une fois que la dérogation est accordée, la procédure d'octroi du subside suit son cours, mais le demandeur peut déjà avancer au niveau de la mise en concurrence des travaux, voire du démarrage des travaux. Donc il reste éligible, mais n'a pas encore la garantie d'obtenir le subside. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions. Donc, si quelqu'un voudrait prendre la parole ou s'il y a encore une question à poser, n'hésitez pas. Moi, peut-être en attendant, si vous le voulez bien, s'il n'y a plus de questions particulières, c'est juste refaire une toute petite présentation d'Infrasport pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement l'administration. Donc voilà, de manière un peu égoïste, je me présente d'abord. Donc Jean-François Renouard, j'étais ingénieur et responsable de secteur sur le Hainaut pendant quelques années. Et ici, j'ai repris les fonctions de directeur AI chez Infrasport depuis mars 2021, donc en pleine mise en œuvre du nouveau décret de la dématérialisation des processus. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure, donc Infrasport, oui, c'est un pouvoir subsidiant, mais Infrasport peut proposer, et bien évidemment, d'autres services à d'autres missions. Comme je le disais, c'est l'accompagnement administratif qui, ici, évidemment, sera très important par rapport, un, au nouveau décret et deux, par rapport à la dématérialisation. Donc, les équipes d'Infrasport sont à disposition, bien évidemment, des demandeurs pour les accompagner au niveau de leur démarche d'obtention des subsides. C'est également un conseil technique et un conseil sportif, parce que dans les équipes, nous avons des ingénieurs, des architectes, mais également des agents de formation sportive. Et au niveau donc technique, je rappelle également qu'on a toujours sur notre site internet une série d'outils qui peuvent aider les porteurs de projets, les auteurs de projets à réaliser leur projet. Je pense au cadre normatif des revêtements de sol sportifs. On a différents guides techniques. On a également des fiches techniques spécifiques par discipline et également pour certains locaux comme les vestiaires. Alors au niveau de l'organisation, on est organisé sur base de 5 secteurs qui représentent les 5 provinces, le Hainaut, Brabant-Wallon, Namur, Luxembourg et Liège. Donc dans chaque secteur, vous avez un responsable de secteur, un agent sportif, un agent technique et un contrôleur de chantier. On a une autre cellule que je vais appeler comme ça qui s'occupe des subsides de promotion, mais là pour l'ensemble de la région wallonne. Au niveau des coordonnées, malheureusement, de chaque collaborateur, vous ne les retrouverez plus sur notre site internet suite au RGPD, au règlement de la protection des données privées. Donc pour toute question, je vous invite, soit vous avez déjà les contacts et vous pouvez contacter directement le secteur qui vous concerne, ou alors passer par notre adresse mail générique, donc infrasport.dgo1 @spe.wallonie.be et ce mail sera automatiquement redirigé vers le secteur concerné. Au niveau de l'introduction des dossiers, donc on en a déjà parlé, vous savez que tout est dématérialisé et tous les échanges se feront via la plateforme monespace.wallonie.be, que ce soit vos documents entrants ou nos documents sortants, tout se fera au niveau de la plateforme.
vous annoncer également une circulaire qui devrait être disponible courant juin 2021, qui abordera une série de précisions, de cas particuliers. Voilà, il y aura toute une série de réponses déjà à des questions qui peuvent être posées. Dans la foulée, on aura également une liste, on va l'appeler une FAQ, dans laquelle on va consigner, je dirais, les principales questions, éventuellement des situations un peu particulières qui doivent être interprétées. Tous ces textes donc sont sur nos sites Infrasport. Donc je rappelle, on a 2 sites Infrasport. On a un site Infrasport pour les pouvoirs locaux et un site Infrasport pour le secteur non marchand, donc notamment pour les ASBL, où vous pouvez retrouver à la fois les différents textes légaux, les informations techniques et également les liens de connexion pour l'introduction de vos dossiers. Voilà, juste un petit rappel pour éventuellement les clubs qui ne connaissaient pas bien Infrasport. Donc voilà, on reste évidemment à votre disposition, que ce soit moi en tant que directeur ou les différents secteurs concernés. Donc n'hésitez certainement pas à nous contacter, même avant l'introduction de votre demande via la plateforme. N'hésitez vraiment pas, on est là à votre disposition. Merci beaucoup Jean-François pour cette très très belle présentation. Alors on a encore une question de Xavier Kounen, donc c'est du club du Bayard qui est situé à Ath, qui nous demande sur un terrain appartenant à une école libre avec la présence d'infrastructures pour un club d'athlétisme entretenu par la commune, qui serait l'auteur de projet, l'école ou bien la commune? Alors au niveau de, donc déjà on ne parle pas d'autre, l'auteur de projet c'est vraiment pour nous c'est le bureau d'études qui va réaliser le cahier de charge, donc je suppose que la question porte sur le porteur de projet. Alors le porteur de projet, les différentes entités éligibles sont définies à l'article 3 du décret. Donc nous avons les pouvoirs publics, nous avons les ASBL de gestion d'infrastructures sportives. Nous avons les ASBL, donc les clubs sportifs constitués en ASBL, et nous avons également les écoles. Il y a, et ça, bon, pour le dossier de hâte, on peut évidemment en discuter peut-être de manière un peu plus spécifique, mais voilà, toutes les conditions d'éligibilité des porteurs de projets sont reprises dans le décret. Donc, voilà, pour le cas de hâte, j'entends que voilà, ce sera un site scolaire entretenu par la commune. Il faut en tout cas que le porteur de projet soit propriétaire de l'infrastructure, soit bénéficie d'un droit de jouissance qui peut aller de minimum 20 ans à minimum 27 ans en fonction, je dirais, du type d'ASBL et du type de propriétaire du site. Mais là, le secteur du Hainaut ou même moi, on pourra vous répondre un peu plus précisément, peut-être avec peut-être un échange par mail, téléphone ou même une visite sur place. Ça, il n'y a aucun souci. Super, merci. Alors, il y a une dernière question, peut-être plus pour Géraldine, une personne qui demande si le PowerPoint pourrait être mis à disposition des clubs. Est-ce que Géraldine, ça te dérange si on envoie le PowerPoint à tous les clubs? Moi, non, pas du tout. Alors, j'avoue que je l'ai fait un petit peu vite parce que les journées et les nuits sont un peu courtes. Donc, je vais peut-être le relire une fois pour voir si je n'ai pas laissé de coquille. Mais sinon, il n'y a vraiment aucune difficulté, avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup. Ben, voilà, on n'a plus de questions. Dominique, je te laisse la parole. Oui, ben, s'il n'y a plus de questions, il me reste à remercier tout le monde. D'abord et avant tout, Géraldine et Jean-François pour leur présentation. Je crois qu'elle a été très claire, très précise, to the point, mais aussi pour l'ouverture, parce que je crois que c'est un message que les clubs et nous, en tout cas, on l'entend parce qu'on le vit quand même pratiquement au quotidien. C'est qu'on a une administration qui est accessible. Et il ne faut pas hésiter je dirais, plutôt que de se casser la tête entre gestionnaires d'un club et sans trouver de solution, d'aller vers les personnes qui peuvent nous aider, nous guider dans les développements de projets, parce que c'est tellement technique, il y a tellement de procédures qu'il vaut mieux anticiper plutôt que de se lancer dans une voie qui finalement est sans issue et sur laquelle on a perdu plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je crois que c'est aussi un message qu'on doit entendre. Merci aussi pour les questions, parce que je pense que voilà, pour vous, Géraldine et Jean-François, vous voyez aussi que ça vit dans les clubs et que c'est des questions qui
qui se rapportent à des projets et à des problèmes concrets. Donc, je crois que c'est effectivement ça qui permet d'avancer chacun à son rythme et chacun en fonction de ses propres priorités. Et de notre côté, ben, je dirais, voilà, c'est ici une introduction par rapport à ce nouveau décret. J'entends qu'il y a une circulaire administrative qui va sortir. Donc, je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'on fera appel à votre expertise si vous êtes disponible et à partager, parce que je crois que c'est aussi surtout ça qu'on essaye de faire maintenant depuis plusieurs années, c'est de partager avec les autorités subsidiantes, avec les administrations, mais aussi entre les clubs, les problèmes qui se rencontrent, parce qu'ils se rencontrent souvent de la même façon, ou en tout cas d'une façon similaire d'un projet à l'autre. Voilà, ben, je pense qu'on peut terminer ici cette présentation et une fois de plus encore vous remercier vivement pour votre présence et pour le temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup à tous. Avec plaisir et beaucoup de réussite dans vos différents projets sportifs, hein, aussi bien au niveau de la Ligue qu'au niveau des clubs. Et merci pour l'invitation. Voilà, merci également pour l'invitation. Bonne soirée. Oui, Jean-François, désolé. Oui, non, pas de souci. Non, voilà, je dis merci à tous également pour l'invitation. Et ben, comme le disait Géraldine, je ne vais pas redorer ses propos par rapport à la fédération, mais effectivement,